Bonjour et bienvenue. Pour notre discussion d'aujourd'hui, on va se plonger dans des extraits d'un ouvrage que j'ai trouvé absolument vertigineux. C'est Incognito de David Eagleman. Ah oui, c'est un livre qui s'attaque à une idée qui a l'air toute simple en apparence, mais qui est profondément déconcertante quand on y pense. C'est exactement ça. L'idée, c'est que l'immense majorité de ce qui se passe dans notre cerveau, ça nous est totalement inaccessible. On n'a pas les clés de notre propre maison, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. D'ailleurs, l'auteur utilise une analogie qui m'a vraiment marquée. Celle du paquebot. Oui, il dit que notre conscience serait comme un passager clandestin sur un immense navire transatlantique. C'est une image très forte. Le passager, il profite du voyage, il admire la vue, et peut-être même qu'il s'attribue un peu le mérite du voyage. Mais il n'a aucune idée de l'ingénierie colossale qui opère sous ses pieds. Des machines, des milliers de personnes. Tout ce qui fait réellement avancer le navire. Exactement. Et c'est précisément ça, le sujet. Cette salle des machines de notre cerveau, ce fonctionnement secret, c'est un monde qui nous est presque entièrement fermé. Et pourtant, c'est lui qui nous gouverne. C'est cette ingénierie cachée qu'on va tenter d'explorer un peu. Et pour commencer, pour bien saisir à quel point notre intuition peut nous tromper, le livre raconte une histoire formidable. Ah oui, celle du musicologue. Oui. En 1949, Arthur Alberts, un musicologue, est en Afrique de l'Ouest. Et il a avec lui un des tout premiers enregistreurs portables. Alimenté par la batterie de sa Jeep, un truc assez rudimentaire. C'est ça. Et il enregistre des musiciens locaux. Et c'est la réaction des gens qui est fascinante. Oui, Quand il fait écouter à un homme du village l'enregistrement de sa propre voix, l'homme est... paniqué. Il l'accuse d'avoir volé sa langue. C'est terrible comme phrase. Voler sa langue. Ça montre bien que pour lui, sa voix, ce n'est pas un objet. C'est immatériel, ça fait partie de lui. C'est éphémère. L'idée qu'on puisse la capturer, la mettre dans une boîte et la rejouer, pour eux, c'était de la sorcellerie. De la magie prodigieuse, comme ils disent. Tout à fait. Et c'est là que le parallèle avec nos pensées devient vraiment puissant. Ah oui. Une pensée, ça nous semble encore plus immatériel qu'une voix. Ça ne pèse rien, ça n'a pas d'odeur, pas de forme. C'est comme une plume dans le vent. Une pure abstraction. Sauf que c'est une illusion. Et c'est le premier grand mythe que le livre déconstruit. On a beau avoir l'impression que nos pensées flottent un peu dans le vide, elles sont bel et bien physiques. Absolument. Elle repose sur une base matérielle, biologique, chimique. La preuve la plus simple, c'est que la moindre altération de la matière de notre cerveau modifie radicalement les pensées qu'on peut avoir. Un simple café. Un simple café et les pensées s'accélèrent. Un peu d'alcool et le jugement change. Une blessure à la tête et c'est toute la personnalité qui peut être bouleversée. L'état de la matière détermine l'état de la pensée. L'auteur donne un exemple pour ça qui est très frappant. Il dit « Si vous vous blessez au petit doigt, c'est douloureux, c'est pénible, mais votre expérience consciente, ne change pas. En revanche, si une partie du cerveau de la même taille, la taille de votre petit doigt, est endommagée, Alors là, tout peut basculer. oui. Vous pouvez perdre la capacité de nommer les animaux, mais pas les outils. Ou ne plus ressentir la peur. Ou ne plus comprendre ce qu'est un miroir. C'est fou. Nos espoirs, nos peurs, nos rêves. Tout ça émerge de cet organe d'1,5 kg. Et la première leçon, c'est que la grande majorité de ce qu'on fait, de ce qu'on pense et de ce qu'on ressent, n'est pas sous notre contrôle conscient. C'est un peu vertigineux comme idée. Ça ouvre la porte à l'idée que le cerveau fonctionne surtout en pilote automatique. C'est exactement ça. En fait, la conscience est un système qui est très lent et qui consomme énormément d'énergie. D'accord. Du coup, le cerveau, par souci d'efficacité, a automatisé presque tout. Pensez à la conduite. Ah oui, au début, chaque geste est conscient, laborieux. Et puis, avec le temps, tout devient automatique. On peut conduire des kilomètres en pensant à autre chose. C'est l'inconscient qui gère. Je vois très bien. C'est comme cet instant où une voiture sort d'une allée sans regarder et mon pied est déjà sur le frein avant même que j'ai eu le temps de me dire « attention, danger ». C'est un exemple parfait. C'est votre cerveau qui a analysé et décidé pour vous. C'est un réflexe en fait. Oui, ou ce fameux effet cocktail. Vous êtes dans une soirée bruyante, vous êtes concentré sur une conversation. Et soudain, j'entends mon nom à l'autre bout de la pièce. Voilà. Consciemment, vous n'écoutiez pas. Mais une partie de votre cerveau, elle, scannait tout l'environnement en permanence. L'attirance pour quelqu'un, c'est aussi un bon exemple, non? Parfois, on est attiré par une personne, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. C'est juste un sentiment, une intuition. Oui. Et la science montre que cette intuition est en fait une analyse ultra rapide. Il y a une étude très célèbre là-dessus. Racontez? On a montré à des hommes des photos de visages de femmes, en leur demandant de noter leur attrait.
Et systématiquement, ils ont préféré les photos où les pupilles des femmes étaient artificiellement dilatées. Sans exception. Sans la moindre exception. C'est incroyable. Leur cerveau a donc repéré un signal d'excitation sexuelle, il a pris une décision pour eux, et leur conscience a juste reçu le résultat final. Cette personne est attirante. C'est ça. Sans aucun détail de l'enquête. Et le plus drôle, c'est que quand on leur demandait pourquoi, ils inventaient des raisons. Du genre? Ah, son sourire est plus joli, la lumière est meilleure. Aucun n'a dit, parce que ses pupilles sont plus larges. Consciemment, ils n'avaient rien vu. Leur cerveau savait, mais pas eux. Il est programmé pour ça, pour recueillir des infos et orienter le comportement, que la conscience soit dans la boucle ou non. Et la plupart du temps, elle n'y est pas. C'est là que l'analogie du journal prend tout son sens. Le cerveau, ce serait une nation entière, qui bourdonne d'activité 24 heures sur 24. Et notre conscience, c'est juste... Le gros titre du journal du matin. Au moment où on lit le titre, toute l'action, les débats, les décisions, tout a déjà eu lieu en coulisses. C'est une très bonne analogie. Et le pire, c'est qu'on lit ce gros titre « Tiens, je viens d'avoir une idée géniale !» et on s'en attribue tout le mérite. On se voit comme le PDG qui prend la décision. Alors qu'en réalité, on est le porte-parole qui lit un communiqué de presse. Le cerveau a bossé sur cette idée pendant des heures, des jours, parfois des années. Il opère en secret, incognito. Attendez, mais si la conscience est si lente, si elle arrive toujours après la bataille, comment on peut fonctionner? Je pense au sport de haut niveau, le baseball par exemple. Oui, Une balle rapide s'est lancée à plus de 160 km/h. Elle atteint le batteur en moins de 400 millisecondes. et c'est là que les chiffres deviennent cruels pour notre ego. Les études, elles montrent qu'il faut environ une demi-seconde, soit 500 millisecondes, pour qu'une information devienne une expérience consciente. Donc le calcul est vite fait. La balle est dans le gant du receveur avant même que le batteur ait pu en prendre conscience. C'est ça. Mais alors comment il fait pour la frapper? Ce n'est pas de la magie. Non, c'est de l'automatisme pur. Le fait de voir la balle, de calculer sa trajectoire, de déclencher le mouvement, tout ça est géré par des circuits inconscients, ultra rapides, perfectionnés par l'entraînement. La conscience est littéralement trop lente pour jouer au baseball. Elle n'est pas au centre de l'action, elle est en périphérie, elle n'entend que des chuchotements de ce qui se passe. C'est une idée vraiment déstabilisante. On aime se penser aux commandes, comme le capitaine de notre navire. Et c'est pour ça que l'auteur parle d'un nouveau détrônement. Un nouveau détrônement. Oui, cette idée s'inscrit dans une longue série de claques que la science a infligées à l'ego humain. Le premier grand détrônement, c'est Galilée en 1610. Quand il a prouvé que tout ne tournait pas autour de la Terre. Exactement. D'un coup, on n'était plus le centre de l'univers. Ça a été un choc. L'écrivain Goethe a dit que ça nous avait obligés à renoncer à cet immense privilège d'être au centre de tout. Et ce que la neuroscience nous révèle aujourd'hui, c'est un autre type de détrônement, peut-être encore plus intime. C'est-à-dire, Non seulement on n'est pas au centre d'univers, mais on n'est même pas au centre de nous-mêmes. La conscience n'est pas le monarque absolu qu'on imaginait. d'où cette idée de cerveau comme une équipe de rivaux. C'est ça. L'idée que le cerveau n'est pas une entité unifiée, mais plutôt un parlement, avec plein de factions qui ont leurs propres objectifs, parfois contradictoires, et qui se battent pour le contrôle. Et le vous conscient n'est qu'un de ces acteurs. Et souvent, pas le plus influent. D'accord, donc si ce moi conscient est juste un acteur parmi d'autres, ça doit s'appliquer aussi à notre perception la plus simple du monde, le fait de voir par exemple. Ah oui. On ouvre les yeux et le monde est là. Ça semble passif, évident. Pourtant, le livre rappelle qu'environ un tiers de notre cerveau est consacré uniquement à la vision. C'est énorme. C'est colossal. Et c'est la preuve que voir, ce n'est pas comme prendre une photo. C'est une construction active, incroyablement complexe. Comment ça, une construction? L'exemple le plus tragique mais le plus instructif, c'est celui des personnes nées aveugles qui recouvrent la vue à l'âge adulte. On s'attend à un moment de joie pure. Mais ce n'est pas le cas. Leur première expérience, c'est souvent le chaos et la terreur. Ils reçoivent des signaux lumineux, oui, mais leur cerveau ne sait pas quoi en faire. C'est un tourbillon de formes et de couleurs sans aucun sens. Ils doivent apprendre à voir, en fait. Exactement. Apprendre qu'une forme, c'est un visage. Qu'un objet qui rapetisse, c'est un objet qui s'éloigne. Leur cerveau doit littéralement construire la vision. Ça me fait penser à cet autre exemple incroyable du livre La tâche aveugle. Ah, la tâche aveugle. Personne ne sait que ça existe avant qu'on lui en parle. C'est vrai? Dans chaque œil, il y a un endroit sans photorécepteur, là où le nerf optique se connecte. Un trou. Un trou béant. Et il est immense. L'auteur calcule qu'on pourrait y loger 17 fois la Lune. Attendez, 17 fois la Lune. Mais c'est gigantesque. Alors pourquoi est-ce que je ne vois pas 2 énormes trous noirs dans mon champ de vision là, maintenant? Parce que votre cerveau est un faussaire de génie. Un faussaire.
Il déteste le vide. Alors il remplit l'information qui manque. Il regarde ce qui entoure la tâche et il invente une continuité. Si vous regardez un mur blanc, il remplit avec du blanc. Si vous regardez un tapis à motifs, il prolonge les motifs. Il me présente une réalité plausible, mais qui est à cet endroit une pure fabrication. On ne perçoit pas ce qui est réellement là. On perçoit ce que notre cerveau nous dit qu'il y a. C'est une version éditée de la réalité. Et cette édition, elle se fait sur la base du besoin de savoir, si j'ai bien compris. Exactement. Le cerveau ne nous bombarde pas d'infos inutiles. L'auteur donne un exemple tout bête mais parfait. On n'est pas conscient de la position de notre langue dans notre bouche. Ah, maintenant que vous le dites, si. C'est très bizarre. Merci pour ça. Désolé. Mais c'est la preuve. L'info était disponible, mais le cerveau ne la transmettait pas. Il sait où aller la chercher quand la conscience, ce PDG un peu lent, la réclame. Que ce soit pour la vision, les sensations ou les pensées, c'est le même principe en fait. Oui. Notre expérience consciente du monde est une narration, une version des faits, générée par des mécanismes auxquels on n'a pas accès. Donc, pour résumer, si je rassemble tous les morceaux, ce que ces extraits nous révèlent, c'est que le moi que je crois connaître n'est que la toute petite pointe de l'iceberg. La partie émergée, oui. La plupart de mes actions, de mes décisions, de mes préférences, tout ça, c'est le fruit d'un immense réseau de systèmes automatiques et inconscients. Précisément. Notre réalité elle-même n'est pas une fenêtre transparente sur le monde, mais une histoire que le cerveau se raconte pour donner un sens au chaos. Ce qui nous amène à la dernière pensée du livre, qui est peut-être la plus profonde. Si on reprend cette idée du cerveau comme une équipe de rivaux, avec toutes ces factions qui se disputent le contrôle, Alors la question devient, qui est le vous qui prend les décisions ? Si une partie de moi veut du gâteau au chocolat et qu'une autre refuse pour la santé à long terme, et que c'est une de ces factions qui gagne sans que mon moi conscient n'ait son mot à dire, qui suis dans l'équation ? c'est la question fondamentale. Et si, dans certaines circonstances, différentes versions de nous-mêmes peuvent prendre le dessus, le vous en colère, le vous rationnel, le vous amoureux, laquelle de ces versions est la plus authentique ? Y a-t-il même un vous authentique au centre, ou est-ce qu'on est juste une succession de masques qui se relaient sur la scène ? C'est une pensée sur laquelle méditer. Merci et à bientôt.